90% de la population sera fichée quelque part. Toutes ces mesures, soi-disant, pour les protéger, pour protéger leurs enfants, leur véritable dessein, c'est pas de protéger les enfants, c'est de ficher les Français et les Européens. Une surveillance de masse, elle a déjà eu lieu pendant le Covid, incontestablement. Rappelez-vous, quand vous deviez sortir le matin à 5 h ou 6 h du matin, vous deviez sortir avec un papier signé du maire, du médecin. Je crois que le Covid, au fond, ça a été une espèce de répétition. Alors tout ça, ça s'inscrit dans un contexte politique et un contexte géopolitique global où la plupart des pouvoirs en place sont fragilisés. Plus on se rapprochera de l'élection présidentielle de 2027, plus les choses seront difficiles. Ils sont vraiment inquiets, comme ils sont vraiment inquiets, je le crois tout à fait capable de tout faire pour au moins ne pas perdre. Bonjour Claude Cholet. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview donc pour NTD L'Actu. Vous êtes écrivain, cofondateur et président de l'Observatoire du journalisme. Et on va revenir avec vous sur le sujet donc de l'identité numérique, un texte qui a été voté en procédure accélérée lundi par 130 députés, donc la nuit, contre 130 députés pour, 21 contre. Donc on parle d'un texte qui vise à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cependant, donc, plusieurs influenceurs ou médias ont fait état d'un texte qui en réalité est un cheval de Troie pour une identité numérique. On essaye quelque part de demander aux Français de donner leur identité numérique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, dire que c'est un cheval de Troie? Je vais évoquer ma grand-mère. Ma grand-mère disait « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et ce texte, il est plein de bonnes intentions. C'est que les chères petites têtes blondes ou brunes ou autres, de moins de 15 ans, ne soient pas obsédées par les réseaux sociaux. Et que pour y accéder, il y ait une espèce de sas, il y ait un filtre. Au départ, je dirais que tout le monde va trouver ça formidable, quoique. Car au fond, est-ce que c'est à l'État d'intervenir dans ce genre de choses? Est-ce que ce n'est pas plutôt la responsabilité des parents? Est-ce que ce n'est pas aussi d'une certaine manière déresponsabiliser les parents en prenant la décision à leur place? Je pose la question. Ça, c'est le premier volet. Alors, le deuxième volet, c'est les bonnes intentions. Effectivement, nous savons tous, ceux qui ont des adolescents ou ceux qui ont des enfants savent qu'ils passent 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, plus peut-être sur cette petite boîte noire ou de couleur qui est un téléphone portable, à regarder des choses qui sont parfois un peu stupides et parfois peu recommandées pour des enfants ou pour des adolescents. Mais, derrière cette bonne intention se cache autre chose. Parce qu'au fond, comment ça va se passer? Vous êtes adulte, vous le confirmez? Oui. Vous avez plus de 15 ans? Oui, tout à fait. Vous avez plus de 15 ans. Ben, vous allez devoir quand même prouver que vous avez plus de 15 ans. Donc il va falloir vous enregistrer. Alors vous allez devoir vous enregistrer comment? Sans doute avec une webcam en montrant votre visage. Donc là, c'est une empreinte faciale. Possiblement, je pense également, en vous montrant ou en enregistrant une pièce d'identité. Le passeport, carte d'identité, etc., etc. Le résultat, comme je pense que 90% des Français, des adultes, doivent avoir un réseau social quelconque entre YouTube, X, Instagram, Facebook et les autres, ça veut dire que 90% de la population sera fichée quelque part. Alors là, deux questions. Auprès de qui on va se déclarer? Alors, pour le moment, c'est pas très clair. Ça va être ce qu'on appelle un tiers de confiance. Mais qui va déterminer ce tiers de confiance? C'est l'État. Deuxième question, qui va avoir accès à ces données? Alors l'État dit, nous n'aurons pas accès à ces données. Jamais, jamais, jamais. Sauf qu'une loi a été votée au mois de juin 2025, qui est la loi sur le renseignement. C'est un petit peu dans la même ligne que le Patriot Act aux États-Unis après les attentats de 2001. Et cette loi stipule qu'à partir du moment où il y a un risque de terrorisme, ou un risque de tension, ou un risque d'attentat, l'État peut absolument, ou les différents organes de l'État peuvent avoir accès à peu près à tout. Donc on voit très bien que ce garde-fou,
c'est un garde-fou tout à fait théorique. Je crois que vous avez employé le terme cheval de Troie tout à l'heure. Je crois que c'est exactement ça. C'est un cheval de Troie qui, sous prétexte, je dis bien sous prétexte de protéger les enfants, a un véritable objectif. Et l'objectif, c'est de ficher 40, 50 ou 60 millions de Français. Je ne suis plus à 10 millions près maintenant. D'accord. Et justement, quand on parle des applications, une des applications qui permet aujourd'hui de démontrer qu'on a plus de 18 ans en France, donc c'est Yoti. Et c'est une application qui a été mise en service pour valider les passes sanitaires durant la période Covid. Alors, bon, on a l'impression de glisser un peu vers le complotisme quand on dit ça, mais on a quand même peut-être aussi l'impression qu'une surveillance de masse pourrait se mettre en place en France par le biais donc justement de ces tiers de confiance désignés par l'État. Une surveillance de masse, elle a déjà eu lieu pendant le Covid, incontestablement. Rappelez-vous, quand vous deviez sortir le matin à 5 heures ou 6 heures du matin, vous deviez sortir avec un papier signé du maire, du médecin, du capitaine des pompiers et de vos parents si vous étiez mineur. Je crois que le Covid, au fond, ça a été une espèce de répétition. Alors, je ne sais pas si c'était intentionnel ou non intentionnel, je ne fais pas de psychanalyse, mais j'ai l'impression que là, on est au deuxième acte. Au fond, au Covid, personne pratiquement n'a résisté. Tout le monde a rempli les papiers qu'il fallait remplir, est sorti avec les papiers qu'il était nécessaire de montrer. Et là, je suis assez inquiet parce que je ne suis pas certain qu'il y aura beaucoup de résistance devant cette loi, qui en plus a été votée de nuit par 130 personnes contre 21, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait personne. Ça veut dire qu'il n'y avait personne à l'Assemblée nationale ce jour-là. Puis c'est assez pratique. Quand on veut faire voter un texte qui est un peu limite, on le fait voter la nuit, il n'y a personne. Les députés sont très fatigués en ce moment avec ce budget qui n'en finit pas, qui n'est toujours pas voté. Donc ça s'appelle voter un petit peu une loi passe-partout et un peu en douce. Bon, je doute que ce soit quand même parfaitement démocratique. Ça fait plusieurs fois qu'on avait la loi Avia, la lutte contre la haine, la discrimination sur les réseaux sociaux. Après, on a eu le texte en juin 2025, donc d'Aurore Berger, donc qui proposait une coalition d'associations soutenues par l'État financièrement, comme la Fédération LGBTI+, SOS Homophobie, le Planning Familial et SOS Racisme. Donc là, on en est à plusieurs coups d'essai du gouvernement dans le cadre du projet d'une identité numérique donc pour tous les Français. Et Emmanuel Macron donc, a déclaré avec 4 autres pays membres, la France s'est également portée volontaire en juillet pour tester un premier prototype d'application européenne de vérification d'âge. Un système qui doit permettre d'unifier l'identité numérique de tous les citoyens européens. On a également, donc c'est pas qu'en France, il y a également en Angleterre des projets de loi du même acabit. On sent que les gouvernements européens et donc dont le gouvernement français accélèrent donc sur ce projet. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je vois 2 points. D'abord, je voudrais revenir sur les déclarations de la présidente de l'Assemblée nationale. Puisque, au fond, ce qu'elle a désigné, SOS racisme, SOS homophobie, SOS LGBTQIA+, et vous mettez 14 derrière, ce sont des tiers de confiance. Au fond, ce sont peut-être la préfiguration des futurs tiers de confiance. Je ne dis pas que ce seront les mêmes, je veux dire, mais ça ressemble un peu. Car là, ces organismes seront subventionnés par l'Arcom, ils seront financés par l'Arcom pour faire quoi? Pour faire du flicage. En gros, c'est ça, un diplôme pour dénoncer les discours de haine, etc. etc. Donc c'est le premier point. Donc on voit très bien que tout ça, ça s'imbrique bien. Les déclarations de la présidente de l'Assemblée nationale, les premiers tiers de confiance, les fact-checkers, ils vont être financés, et puis derrière la loi pour protéger les enfants de moins de 15 ans, l'identité numérique. Alors ça, c'est le cadre franco-français. Et puis maintenant, on va un petit peu plus loin, on va au cadre européen, ce que vous avez souligné avec les projets de l'Union européenne, parce que là, à partir du moment où on a commencé à afficher les Français, il faut aller plus loin. On va afficher tous les Européens, en tout cas tous les 27 qui appartiennent, et peut-être même les Anglais, parce que je pense qu'ils sont plus dans l'Union européenne, mais je pense qu'ils le suivront. Donc ça sera 28 pays, 450 millions ou 500 millions de personnes qui seront fichées. Alors tout ça, ça s'inscrit dans un contexte politique et un contexte géopolitique global, où la plupart des pouvoirs en place sont fragilisés. Si on reprend les 3 grands pays européens, la France, l'Allemagne et l'Angleterre,
Emmanuel Macron n'est pas dans une position très favorable en France. Bon, il faut qu'il tienne encore 15 mois. Je crois qu'il est décidé à tenir 15 mois, quoi qu'il coûte. Mais on voit très bien que le roi est nu. Keir Starmer en Angleterre, c'est le Premier ministre le plus impopulaire depuis 1945. Si des élections avaient lieu aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est Reform de Nigel Farage, sans doute, qui aurait la majorité absolue. Troisièmement, le bon chancelier Merz, qui dans les sondages est maintenant pratiquement à égalité avec l'AfD. L'AfD étant nettement plus importante en Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Est, et les chrétiens démocrates étant plus importants en Allemagne de l'Ouest. C'est plus les problèmes industriels de l'Allemagne. Si on m'avait dit qu'il y a 5 ans ou 10 ans que l'Allemagne se retrouverait avec des problèmes industriels graves et avec des menaces de chômage, sans doute que je ne l'aurais pas cru. Donc ils sont tous les trois fragilisés. Et quand on est fragilisé, on a tendance, je dirais, à se crisper, à se raidir, à prendre des mesures défensives. Alors tout ça, ce sont des mesures défensives devant les élections qui auront lieu en France en 2027. Il y aura aussi des élections au moins partielles et régionales en Allemagne. Il y en a une très prochainement en Allemagne, en Saxe. En Angleterre, c'est pas tout de suite, mais il y aura des élections municipales, il y aura sûrement des élections régionales en Angleterre. Donc tous ces gens-là sont inquiets, ils sont inquiets pour eux, pour leur pouvoir et pour leurs avantages. Ils sont donc déterminés à se défendre, et c'est ainsi que j'interprète cette petite musique de réformes qui se succèdent les unes les après les autres, et qui toutes, d'une certaine manière, visent à limiter, ou en tout cas au moins, à encadrer la liberté d'expression. Et ce qui est intéressant avec le cadre que fixe donc le DSA pour les pays européens, c'est la désignation donc de tiers qui vont réguler le contenu en ligne. Donc on parle de régulateurs. Une nouvelle sorte de... On pourrait les comparer à des commissaires politiques si on était un petit peu ironique, qui tiendront aussi le rôle des prérogatives de juge d'instruction en fait, pour désigner tel contenu est illégal. On a même la possibilité pour les utilisateurs aujourd'hui de X de reporter le contenu, de rapporter le contenu à la plateforme en disant « je pense que ce contenu viole les directives européennes ». Donc on a vraiment quelque chose qui se met en place au niveau européen là-dessus. Vous déclariez à Epoch Times nous sommes dans l'organisation du financement d'un système de délation. Ça, c'était en juin de l'année dernière. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces propos? Ah oui, je crois que ça continue. Je dirais même, 6 mois plus tard, ça a même été reconfirmé par la présidente de l'Assemblée nationale. C'est confirmé aussi par le rôle de l'Arcom. C'est ce qu'ils font, tous les jours. Le DSA, le Digital Services Act, maintenant, ça fait... il a été mis en place en août 2023, mais vraiment appliqué à partir de 2024. Donc maintenant, on a un petit peu plus de 2 ans de retour. On voit que l'application du DSA, toujours sous couvert, le cheval de Troie, toujours sous couvert de bons sentiments, de lutter contre la haine. Vous connaissez des gens qui sont pour la haine, vous êtes pour la haine contre l'amour? Non, je ne crois pas. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise, en tout cas, de manière spontanée, ou même en l'interrogeant, moi je suis pour la haine et contre l'amour. Donc, c'est le camp des gentils, comme d'habitude. Donc la haine, on dirait que c'est une espèce de cache-sexe pour couvrir, en fond, des propos qui ne devraient pas être tenus. Et tout ça, je pense, il y a un vrai objectif qui est quelque chose d'assez pervers, qui est la pire des censures, c'est l'autocensure. C'est l'autocensure des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que vous êtes un réseau social, vous avez des obligations de moyens pour mesurer les discours de haine, les retirer, etc., etc. Vous êtes un community manager ou un médiateur dans un réseau social quelconque. Il en faut quand même quelques centaines ou quelques milliers. Vous voyez un discours qui est un peu tangent. Au fond, vous ne voulez pas avoir de problème. Vous dites, allez, c'est un peu tangent, allez, je l'enlève. En cas de doute, je l'enlève. Si moi, je suis le simple community manager, que je vais voir mon chef, le chef va dire, oh là, j'ai un doute, allez, je l'enlève. Ce qui veut dire qu'à terme, on vous fait le coup 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, on supprime vos commentaires. La 6e fois ou la 10e fois, vous dites, c'est même pas la peine. De toute façon, comme, je sais pas moi, exprimer quelque chose de révolutionnaire comme
l'immigration extra-européenne n'est peut-être pas absolument une chance pour l'Europe. Si c'est considéré comme un discours de haine, je vais arrêter, je vais pas le dire. Je crois que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est l'affadissement, l'affaiblissement. Tu sais, c'est la chute de la maison Escher. Hein, elle s'effondre sur elle-même. Alors, je crois que c'est la liberté d'expression. En France, on ne met pas de gens en prison pour la liberté d'expression. Alors, c'est des cas très très marginaux. Euh, Ça implose de l'intérieur, ça s'effrite petit à petit. Et c'est plus terrible parce qu'au fond, vous n'avez pas le sentiment d'être vraiment emprisonné ou du moins que votre discours soit limité, alors qu'il l'est chaque jour un peu plus. Et d'autant que c'est difficile en fait d'avoir une estimation sur l'impact sur les populations parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parfois on est dans des bulles cognitives, on a l'impression qu'il se passe quelque chose alors que c'est peut-être des phénomènes restreints. On voit en Angleterre, donc 12 000 personnes ont été arrêtées pour des propos qu'elles ont tenus sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est autour de 12 000. En Angleterre, il y a même une mère de famille qui a été emprisonnée 1 an. Elle était condamnée à 2 ans de prison pour un tweet qui par ailleurs était malencontreux, mais enfin c'était quand même un tweet. Elle n'a pas été mettre le feu où que ce soit, elle a assassiné personne, elle n'a pas, braqué une banque, hein, elle a fait 1 an de prison. Et puis même, je crois qu'il y a même une personne, enfin une femme qui avait été violée, qui avait dénoncé son agresseur sur un réseau social, qui a pris plus de temps de prison que son agresseur quand celui-ci a été arrêté. Donc on est peut-être dans des exemples, Bon, c'est des extrêmes. exemples extrêmes, mais qui sont dramatiques et je dirais que d'une certaine manière qui sont quand même un peu démoralisants. Un impact mesurable avec des pourcentages. Personnellement, je ne serais pas capable de répondre à cette question. Mais je crois qu'au fond, c'est plutôt la création d'une ambiance. Il y a une ambiance. Une ambiance, c'est, au fond, il faut que je fasse attention quand même vraiment à ce que je dis, en public. Et même, il y a eu même à un moment donné quelques petites tentatives en disant que ce que vous pouvez tenir, les propos que vous pouvez tenir en propos, pourrait être dénoncé par une personne devant laquelle vous les tenez, qui ensuite va vous dénoncer auprès des fact-checkers ou auprès des fameux tiers de confiance. On n'en est pas là, mais je crois que tout est possible. Donc je crois que c'est une question d'ambiance. Je ne suis pas capable de répondre à votre question, mais je crois qu'il y a une ambiance, et cette ambiance n'est pas très favorable. Est-ce qu'il faut craindre, par exemple, qu'en France, on puisse dériver vers des cas où il y ait des arrestations? Ça n'a pas été le cas en France, mais ça a été le cas en Angleterre et aussi en Allemagne. Des arrestations pour des personnes qui ont tenu des propos qui allaient contre la doxa sur les réseaux sociaux. Moi, je crois que plus on se rapprochera de l'élection présidentielle de 2027, plus les choses seront difficiles. Les jeux ne sont pas joués, on ne sait pas exactement qui sera candidat, mais il y a quand même beaucoup d'inquiétudes du côté ce que j'appellerais le monde libéral libertaire, liberal au sens américain et anglais du terme. Je crois ils sont vraiment inquiets, comme ils sont vraiment inquiets, je le crois tout à fait capable de tout faire pour au moins ne pas perdre. Oui, un problème potentiel donc sur le fait de conserver l'identité des Français, c'est la fuite des données. Et on a eu un exemple récent avec France Travail qui a été condamné d'ailleurs par la CNIL à une forte amende parce que pour avoir laissé fuiter les données de 36 millions de Français. Est-ce que c'est une crainte également, une crainte légitime aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut faire face à ça? Bah, il y a France Travail, mais il y a eu la RATP également, il y a eu la SNCF à un moment donné, il y a eu certaines données des réseaux de la sécurité sociale également. Je crois qu'il n'y a pas de protection absolue. Et puis il y a des hackers dont c'est le métier, hein. Il y avait des gens dont c'est le métier, qui sont des gens organisés, qui ont des moyens, dont le travail c'est d'essayer de hacker des données pour les revendre. C'est du business, hein, pur et simple. C'est pas forcément politique, hein. Ça veut dire, je récupère 5 millions d'adresses, leur adresse IP, peut-être leur profil, et puis je la revends, peut-être soit dans un dessin politique, soit le plus souvent dans un dessin économique. Je crois que nous ne sommes pas totalement à l'abri de ce genre de choses. Et plus il y a de fiches, plus il y a d'éléments de fiches qui se retrouvent quelque part, plus le risque est important. Donc je dirais, on rajoute un risque au risque. Peut-être pour conclure, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous pensez de la couverture médiatique justement de ce sujet de l'identité numérique? Est-ce que vous pensez qu'on a
que les enjeux sont bien expliqués aux Français, qu'on comprend bien de quoi on parle aujourd'hui? Bon, c'est encore tout frais, hein. Ça fait quand même quelques jours qu'on en parle. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, je crois qu'un des moyens de défense, c'est d'en parler plus. Les censeurs détestent une chose, c'est d'être désignés comme censeurs. Ils veulent être censeurs, mais en même temps, ils veulent avoir bonne conscience. Donc, expliquer aux Français, et puis, de manière plus vaste, aux Européens que toutes ces mesures, soi-disant, pour les protéger, pour protéger leurs enfants, leur véritable dessein, c'est pas de protéger les enfants, c'est de ficher les Français et les Européens. Je crois qu'il faut le répéter d'une manière inlassable. C'est que la meilleure méthode, c'est la méthode Coué. Défendre la liberté d'expression, c'est le rôle de chacun, c'est pas seulement le rôle des journalistes. Merci beaucoup, Claude Cholet, pour avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation.